Les bails, les airs, jump, on dit mogo, pas mogo, on dit floco, pas floco. Disons-nous les choses aujourd'hui, je suis avec deux grands hommes. À ma droite, monsieur Adel Mara, qui est responsable d'une structure jeunesse à Champigny-sur-Marne et aussi élu d'opposition dans sa ville de Villiers-sur-Marne. Je ne me suis pas trompé, n'est-ce pas? Je suis plus responsable d'une Ok. structure jeunesse à Champigny. Non mais je travaille maintenant dans le 92. Je D'accord. suis directeur d'un service jeunesse. D'accord, ok. Voilà. Voilà. Mais bon, c'est pareil. Voilà. Excuse-moi, j'avais pas la mise à jour. C'est pas grave. Excuse-moi. À ta gauche, monsieur Tahar Alaf, enseignant et artiste indépendant. Comment vas-tu? Ça va? Ça va, Tu vas bien? ça va. Tout va bien? Ouais. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pas pour un mariage, mais peut-être. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est en l'honneur des Chibani et à la mémoire des victimes algériennes du 17 octobre 61. Vous avez décidé de faire venir à l'escale de Villiers-sur-Marne l'exposition photo Invisible d'hommage, les Chibani. Avant que Tahar s'exprime, Adèle, j'aimerais bien savoir pourquoi tu as pris cette initiative. Alors, on va dire cette initiative, elle naît d'une commémoration de la ville de Villiers-sur-Marne. Donc depuis que je suis élu maintenant 2 ans, c'est vrai qu'on n'avait pas cette habitude. En tout cas, j'avais pas cette habitude moi d'aller dans les commémorations, le 8 mai, le 11 novembre et compagnie. Mhm. Et depuis que je suis élu, donc je reçois les invitations et je m'y rends à chaque fois. Et donc l'année dernière, donc déjà en fait, je m'aperçois depuis 2 ans que la ville de Villiers-sur-Marne, elle commémore uniquement donc le 8 mai, le 11 novembre. Et l'année dernière, elle avait commémoré les 60 ans en fait des accords d'Évian. Et je m'aperçois en fait que l'angle qui est pris, c'est un angle, on va dire, plutôt proche de l'OS, tu vois, Mhm. très nostalgique de l'Algérie française. Et quelque part, à un moment donné, donc j'avais de la colère. Mhm. Et je me suis dit, en vérité, c'est de notre faute quelque part. On est absent. Donc c'est-à-dire, ils peuvent tenir leur récit. Et à partir de là, on s'est dit que bah, nous, en fait, on va pas forcément attendre que les institutions, en fait, on va pas attendre après eux. On va même pas essayer de leur demander de faire quoi que ce soit. On va le faire nous-mêmes. Mhm. Donc très rapidement, on s'est dit qu'on allait se faire nous-mêmes nos commémorations, qu'ils suivent ou pas, tant pis, on va trouver les moyens de le faire. Et donc on avait fait pour l'abolition de l'esclavage le 10 mai, on avait invité dans un débat qui était excellent avec Maboula Soumoro et Mhm. même Mam Fandou Niang. Le 8 mars aussi, on le fait à notre façon. Et voilà, le 17 octobre, on fait et on le fera à chaque fois. Donc voilà, après, encore une fois, j'ai effectivement, en tant qu'élu, donc moi j'ai demandé la salle de l'Escale, donc c'est une salle municipale. Et chaque année, quoi qu'il arrive, voilà, nous-mêmes, on posera en fait nos dates et on ne va pas attendre des institutions qui s'emparent de ces sujets-là. En fait, on va s'en emparer nous-mêmes et écrire aussi notre histoire et contribuer au récit national. Mhm. Monsieur Tahar, à travers tes photographies, voilà, voilà, originaire du Val-de-Marne, Mhm. tu poses un regard sur les Chibani croisés dans cette ville, qui sont souvent assis sur les bancs devant la mairie, l'église, au bord du marché. Ils parlent du temps qui passe, de ceux qui sont partis, de ceux qui ont laissé là-bas. Et ces premières générations d'immigrés algériens, les Chibani, comme on les appelle, exilés des deux rives de la Méditerranée, qui ont, malgré une reconnaissance très mince, participé à la construction de notre pays. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, l'idée, elle m'est venue, en fait, il y a quelques années, lorsque je suis allé voir une pièce de Nasser Djemaï, qui est un auteur de théâtre, et qui s'appelait Invisible. Et j'étais, en fait, ça racontait l'histoire de ces vieux, travailleurs immigrés qui sont venus en France et qui ne sont jamais repartis et qui sont en train qui mouraient gentiment dans des foyers sans que personne en parle, alors qu'ils avaient combattu, ils avaient, comment dirais-je, instruit leurs enfants qu'ils avaient abandonnés, hein, en quelque sorte aussi. Et puis on les voyait pas. Et ça m'est venu à l'idée de faire un spectacle, en fait. Et j'ai monté une pièce de théâtre qui s'appelle Invisible d'hommage, où je raconte l'histoire de ces Chibani avec la chanteuse Louisa Bellèche, qui a représenté la France à l'Eurovision en 2003. Louisa Bellèche, et puis un percussionniste et un pianiste. Et puis, pour raconter cette histoire, j'avais besoin d'échanger avec ces vieux. Et je les voyais tous les jours à la mairie, devant la mairie, assis sur les bancs.
Et puis, j'osais pas, comment dirais-je, j'osais pas les aborder parce que c'est pas, j'avais honte un petit peu de discuter avec eux. Puis bon, j'étais un peu adolescent, quoi. Donc, ils étaient sur la mairie d'Ivry, puis devant l'église, il y avait des bancs. Et en fait, je leur ai demandé si voulaient, comment dirais-je, ça les gênait pas que je discute avec eux. Et puis, ils m'ont dit, bah non, pas du tout. Puis après, je suis venu avec un appareil photo. Et alors là, c'était c'est très, très difficile. Je leur ai demandé l'autorisation de les prendre en photo. Et là, il y en a certains qui m'ont pas répondu, mais quand je fixais l'objectif sur eux, ils tournaient la tête. Moi je respecte, hein, toutes les photos que vous pourrez voir, ce sont des photos dont les gens m'ont donné l'autorisation de les diffuser, hein, d'accord. Et puis j'ai fait des photos de beaucoup de personnes en fait, et puis ils étaient très contents à chaque fois que je leur montrais. Elle me dit, ah ouais, ça c'est assez bien, ça, c'était très bien, ouais, d'ingénieur, voilà, ouais. Ah ouais. Et puis, elle disait, bon, mais tu les gardes pour toi, hein. Alors, faire des photos, c'est un fait, mais après, comment dirais-je, quand je leur ai proposé ma première exposition, c'était dans des cadres. Je les ai invités, c'était eux, en avant-première, et je leur ai dit, voilà, si vous avez une photo que vous ne voulez pas voir, je l'enlève. Alors, non, bien sûr, non, c'est maintenant, c'est possible, on va pas te dire non, hein, c'est trop tard. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai photographié à la fois des hommes, mais aussi des femmes. Okay. Et les femmes, c'était dans la cité Spinoza notamment, elles étaient toutes contentes, elles souriaient, etc. Et tout. Je leur disais, faites comme si j'étais pas là, etc. Et tout. Et puis, ces femmes, en fait, ils sont repartis en Algérie, enfin, ils sont repartis en vacances en Algérie, et on habitait le même village. Et ça, c'était ce qui est important. C'est surtout que tous ces vieux-là, tous les vieux que j'ai pris en photo, et toutes ces dames, on habite le même village. C'est le village de Tizi Tifra, en Petite Kabylie, à côté de Sédérich. Et j'ai pris des photos aussi à Sédérich, des vieux là-bas. Et puis en fait, j'ai créé le lien entre quand je venais à la mairie, je montrais les photos des vieux du bled, et quand j'allais au bled, je montrais les vieux d'Ivry. Ah, il me dit, et puis pour certains, il me dit, il existe encore au Guénéen. Ah, et puis bon, ça a créé des liens, et puis des liens qui sont renforcés. Comment dirais-je, j'ai voulu écrire leur histoire après. Voilà. Voilà, c'est l'objet de mon exposition, justement, là. C'était d'écrire leur histoire, et puis, à travers des photos, montrer qui ils sont. Et si je vous dis, par exemple, Monsieur Ali, il a fait 5 ans d'études après le bac. Vous voyez, vous pouvez pas vous imaginer, si je vous montre la photo, c'est Ali, c'est lui. Vous voyez, c'est celui-là. Ah, là, il y en a pour certains qui me font, ah, effectivement, il fait un peu un télo. Il fait un peu un télo, tout ça, etc. et tout.
Voilà, c'est. Et puis, donc, c'est ce qui m'a renforcé aussi. Je voulais écrire leur histoire. Et puis surtout, je voulais écrire, l'histoire. Euh, comment dirais-je, l'histoire de mes parents. Et d'ailleurs, il y a un réalisateur, Ama Meliani, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a fait un film sur la mémoire d'immigrés. Il a suivi mes parents pendant 6 mois. Ok, d'accord. Et il a fait un film qui devait passer dans une grande salle à Ivry et qui n'est en fait jamais passé. Ok. On ne sait pas pourquoi. C'était oh là, touche pas. Voilà. Alors, c'est dans l'état d'esprit. Si vous voulez, je peux vous lire déjà un petit, juste, comment dire, une petite introduction. Pas de souci. Donc, à Ivry, les immigrés du village étaient nombreux, dont les enfants étaient en réussite scolaire. C'est-à-dire que les enfants, leurs enfants, il y en avait qui étaient médecins, ingénieurs informatiques, on disait rien. Voilà. Chut. Ils avaient un point commun entre eux, on ne parlait jamais d'eux. Invisibles. Ils anticipaient déjà pour leurs parents. Croisiez un jeune à Ivry, vous ne pensiez pas qu'il faisait des études de droit ou des études de médecine. Voilà, c'était un jeune. Voilà. Hein, les bacs plus 5 envahissaient la maison, et par quel hasard ils ont choisi non pas d'être riches, mais de transmettre leur savoir et leur richesse. Mon père, comme beaucoup de ses camarades, retourne de temps en temps en Algérie pour les vacances d'été. Mais il éprouve au fur et à mesure comme la sensation qu'un trou s'installe et que l'éloignement commence aussi à se faire sentir. Ils deviennent étrangers dans leur propre pays. Ils ne sont plus les mêmes et ils deviennent des émigrés. Eux, les riches avec leurs 404 Peugeot. Les Halles ont déménagé à Rungis. Mon père abandonne le métro, puisqu'il travaillait au Halles, donc actuellement, pour le vélo. Et ce sera ensuite un Solex 3008 qu'il s'offrira. Et tous les jours, dès 5 heures du matin, hiver comme été, il refera la même route pendant 37 ans. Voilà, mon vieux. Voilà, leur souci, c'est de bien éduquer leurs enfants. Et ça, c'est tous les vieux Chibani. Leur souci, c'est ça. C'est surtout ça. Ils déménagent, mon père et mes parents, ils déménagent dans un grand appartement sans se douter qu'ils venaient de quitter la misère et qu'enfin, ils ne seraient plus 10 à vivre dans un 2 pièces avec comme terrasse la rue. Leurs enfants vont à l'école. Eux qui ne savent ni lire ni écrire. Les parents. Cela se passe plutôt bien. Plus tard, Inch'Allah, tu conduiras le camion poubelle, me disait mon père. Son souci étant que l'on ne finisse pas derrière le camion. Nous sommes dans les années 80, les plus anciens qui ont pour la plupart effectué le pèlerinage à la Mecque, dont mes grands-parents paternels disparaissent peu à peu, ils meurent. Ce sont les années bac, pas pour mes parents, mais pour leurs enfants, dont ils sont plus que fiers. C'est surtout la découverte pour eux d'un nouveau monde qu'ils croyaient inaccessible pour leurs enfants. Et c'est encore aujourd'hui, beaucoup de personnes croient qu'il y a des lieux qui ne sont pas possibles pour les enfants d'immigrés, etc. C'est l'université. Ils y passeront tous les enfants. Et le summum étant ce jour où mes parents furent invités à la cour d'appel de Paris pour la remise du diplôme et entendre leur fille, Zawa, prêter serment. Elle devient maître Alaf, avocate. Et puis, les enfants recevront aussi des diplômes, et puis, j'ai envie de dire, le top
la génération. J'ai un petit frère qui est auteur-compositeur et qui a reçu l'ordre du mérite, les chevaliers de la Légion d'honneur du ministère de la Culture. Voilà. Magnifique. Et d'ailleurs, il a écrit une comédie musicale sur l'exil et l'immigration. Vous allez en entendre parler, j'espère, très très bientôt, dans le cadre des relations qui sont avec l'Algérie et la France. D'accord ? Voilà, tous les spectacles, toutes les expositions que je peux faire, c'est pour montrer que les gens ne sont pas, c'est pas ce qu'on croit qu'ils sont, mais ils sont aussi très, très, comment dirais-je, très attentifs à l'évolution de leurs enfants. Et voilà. Pour illustrer ces beaux propos, je propose qu'on regarde une vidéo. Moi, quand je sortais de l'école, mon premier travail, place Maréchal Fayol, il y avait le marché. Il n'était pas place à Saint-Pierre, il était place Maréchal Fayol. Qu'est-ce que trouve-vous cette place? Vers les ponts glaces. Vers l'école. Vers l'école là, de Fongièvre. D'accord. Voilà, Oui, là, le marché elle de était gros. là. Et les marchands vendaient aux épiciers. Quand je suis arrivé ici, je ne comprends pas bien le français. Enfin, je me suis un petit peu de difficulté, mais quand même, je me débrouillais de prendre un peu à parler. Et quand je suis fini chez mon frère. Enfin. On était bien gardés, tu vois, tu ne peux pas faire un commerce ou acheter une voiture ou brancher d'un vie français ou de... Rien. Monsieur Adel, avant que je prenne tes impressions, qu'est-ce que t'évoques tout ceci? Bah, forcément, ça, on va dire, ça renvoie à une histoire personnelle aussi. Mhm. Même si moi, je suis issu d'une génération après celle de Tar, et forcément, moi, quand on parle de Chibani, je pense à mes grands-parents qui sont plus là, et je me dis, tu vois, ils ont eu cette pudeur, cette discrétion aussi, qui fait que il y a un patrimoine qui est en train de se perdre. Et même là, trouver des Chibani, ça, comme je dis souvent, c'est une denrée de plus en plus rare. Et il est, à mon sens, ultra important qu'on essaye de préserver en fait cette richesse-là. Et quand je fais on va dire le parallèle entre ce que nous on peut ressentir avec ce type de reportage aussi, l'émotion que ça nous suscite, et les discours politiques qu'ils peuvent avoir à côté, quand on parle de l'immigration, quand on parle quand en fait on nous insulte clairement, et je me dis, nous, notre rôle déjà dans un premier temps, c'est déjà de ne pas laisser passer ça. Voilà, c'est important de se dire que ouais, nous aussi on va se saisir de ces sujets-là, on va rien attendre, on va raconter notre histoire, et on va essayer de sensibiliser autour, vis-à-vis des plus jeunes, et faire perdurer en fait vraiment tout ça. Alors ça, c'est pour la dimension, on va dire, mémorielle. Et néanmoins, l'essentiel aussi, à mon sens, pour moi, il y a deux volets, en fait, au-delà de la dimension mémorielle. C'est que ce qu'on voit là, malheureusement, ça continue aujourd'hui, en fait, sur l'image, sur l'immigration, la chasse à l'immigré, qui sont clairement privés de leurs droits les plus essentiels. Et bah, ce type, en fait, on va dire, d'initiative, pour moi, ça me permet de traiter déjà deux questions, on va dire... de décliner, voilà, ce sujet de le décliner sous deux questions, c'est déjà le traitement des immigrés en fait en France et la question de la brutalité policière. Et voilà, parce qu'encore une fois, moi, à titre personnel, on est tous partis en vacances cet été, moi je suis parti, la mer Méditerranée, je peux plus la regarder comme je la regardais avant en fait. Et je sais que je suis pas le seul comme ça, c'est-à-dire moi je ne peux plus contempler la mer Méditerranée sans forcément penser à tous ceux qui s'y noient dedans. Et on va parler de migrants, c'est comme si c'était une meute, enfin tu vois, il n'y a pas d'individus, on les déshumanise. Et ça me rend fou, vraiment, ça me rend fou. Et je pense que c'est important que, ouais, ces sujets-là, il faut qu'on s'en saisisse, faut pas qu'on ait peur, parce que, ouais, c'est moins politiquement correct. Bah maintenant, ouais, non, c'est pas grave. Faut, ouais, l'accueil de tous les immigrés, en fait. Là, tous ceux qui travaillent, à qui on lacère les tentes, à qui on prive l'eau, on les mouille pendant la nuit, en hiver. Enfin, en fait, c'est des trucs de fou. Et c'est des gens qui sont juste venus chercher un bonheur ailleurs. Et encore une fois, même vis-à-vis de nous, moi, comme j'aime bien dire, je suis un accident de l'histoire.
Et peut-être que toi aussi, on est tous des accidents de Mhm. l'histoire. Parce qu'encore une fois, j'aurais pu être un de mes cousins qui est de l'autre côté de la mer. Il est du mauvais côté de la mer. Voilà, le fruit de l'histoire a fait que bah, moi, je suis ici. Et ben, cet avantage que je peux avoir à travers ce papier, le passeport, et ben, faut essayer grâce à ce privilège, essayer de faire en sorte justement d'utiliser ce privilège pour faire passer le message et essayer de mettre en lumière ce qu'on a tendance à invisibiliser, voire pire, insulter. Parce qu'encore une fois, là, on n'est même plus dans l'invisibilisation, on est vraiment dans l'insulte constant. Parce qu'il est clair que ces hommes ont clairement contribué à la reconstruction et à la réhabilitation de la France après la Ouais. guerre. Et ça, c'est un fait, ouais. C'est un fait, tu vois. Et pour rebondir un peu sur ce que tu disais, il y a ceux qu'on appelle les migrants et il y a ceux qu'on appelle les réfugiés. Tu vois. Comme on dit, 2 poids, 2 mesures, selon là d'où on vient. Et pour revenir aussi sur ce que tu disais par rapport au fait que, entre guillemets, on est né du bon côté et les autres, entre guillemets, du mauvais Ouais. côté, on sait que on habite du côté, du côté du monde qui bénéficie des 80% des ressources naturelles, alors qu'on n'est que 20%. Mm. C'est... Ouais, et puis je pense aussi que c'est important que nous, parce que effectivement en France, on subit des discriminations. On subit des discriminations, mais c'est aussi important qu'on se le dise aussi que ça c'est en France, dans le pays, on subit des discriminations, on est on va dire du mauvais côté, Mhm. mais au niveau mondial, on est du bon côté. Ouais, On c'est est les privilégiés. Et donc Mhm. maintenant, qu'est-ce qu'on fait nous à notre niveau pour essayer de, modestement, hein, à notre niveau, de tendre vers cette égalité-là. Au moins d'essayer. C'est juste ça. De se dire qu'effectivement, on est tous là, on subit des discriminations, ça c'est un fait, mais d'un autre côté, Mais- à l'échelle mondiale, on est des privilégiés de ce système-là, Ouais, de l'impérialisme. c'est- Donc on- concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On est du côté des du- dominés, C'est ça. ceux qui dominent le monde, C'est ça. on Mais- habite de ce côté-là. Mais Ah. Adèle, donc, tu demandais, mais qu'est-ce qu'on fait en fait pour qu'on puisse nous considérer comme étant non pas des privilégiés, mais à égalité avec les autres. C'est pas exactement ce que je dis. Non, ce que je dis, c'est qu'en fait, nous, on est là, en fait, à l'échelle mondiale, Ouais. on bénéficie du système impérial. On bénéficie de l'impérialisme. Donc là, pour le coup, on est des blancs, en fait. C'est-à-dire Ouais, que moi, je vais oui. avec mon passeport, je fais ce que je veux, je voyage Ah oui, et je traverse les frontières sans risquer ma vie. oui, oui. En gros, donc Ouais. maintenant, en tant que privilégié, qu'est-ce que je fais voilà, chacun à son échelle, mais Ah qu'est-ce ouais. que je fais D'accord. pour essayer de faire voilà, profiter les autres. c'est ça. Ou Ouais. ne serait-ce que de leur donner Oui, la oui. parole, de la Bien considération. Enfin, je sais pas, là, c'est Oui, oui. une réflexion comme ça, à chaud. Mais en gros, Ouais. c'est de se dire que effectivement, au niveau mondial, on est des privilégiés. Donc maintenant, concrètement, Mm. on va se le dire, ouais. Ouais. Avant que tu prennes la parole, Tar, il y a quand même un grand philosophe qui a dit « les temps changent ». Et on se rend compte que les temps changent car cet empire dans lequel nous vivons est en train de connaître ses limites aussi. T'as vu, il y a tout un effondrement sur le plan économique et sur le plan civilisationnel qu'on est en train de s'en rendre compte. Qu'il y a des forces à côté qui sont Ouais. là en train de se réveiller. Et je dis pas que je les cautionne. Hein, C'est- c'est toutes ces forces qui sont autour, et qui sont des Ouais. éventuels ou des... Même pas des éventuels, mais des collaborateurs qui collaborent avec l'Afrique aujourd'hui. Tu vois, mais Et moi, j'ai envie de rajouter, en fait, on est en train de vivre, j'ai envie de dire enfin, la décolonisation. On ne parlait pas avant des colonies, etc. Fallait se taire. Hein, comment dirais-je, les Français en Algérie, etc. Là, non. Moi, avec mes parents, par exemple, mes grands-parents, ils m'ont jamais parlé de la guerre d'Algérie. Hein. C'est chut, non, chut, non, alors que moi, avec mes enfants, j'en parle et je transmets la culture et j'ai envie de dire que c'est sans doute la génération de nos enfants, enfin moi j'ai 60 ans, hein, mais mes enfants ils ont entre 25 et 40 ans, et ben ce sont leurs enfants à eux qui enfin parleront des colonies françaises ou internationales et qui permettront des ouvertures, justement comme tu disais, que les gens sur place, qui soient reconnus
tu n'es pas étranger dans ton propre pays, quoi. Et si tu veux un passeport, ouais, c'est international, quoi. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut qu'on crée des relations. Faut qu'on, je dirais, faut qu'on détruise des frontières. Ça, c'est un rêve. Mais c'était quelque chose dont on n'osait pas parler, la décolonisation, même dans les histoires à l'école, dans l'histoire de France. Moi, j'ai jamais lu quoi que ce soit sur la décolonisation. C'est tout ce que je sais, c'est la fin de la guerre d'Algérie, voilà, et l'immigration, etc. et tout, les bidonvilles de Nanterre. Oui, ça, on en parle, ouais. Mais rappelons tout de même que lundi, l'exposition sera aussi en l'honneur des Chibani, comme on en a parlé tout de suite, et aussi à la mémoire des victimes algériennes du 17 octobre 61. Et j'aimerais que Maxime, tu balances une petite vidéo, histoire d'illustrer notre propos. On en discutera juste après cette petite vidéo de 2 minutes. À qui les flics ont cassé la gueule parmi vous? Levez le doigt. 1961, la guerre d'Algérie bat son plein. Dans les bidonvilles de Paris, des ratonnades, comme on les appelle, sont commises dans l'indifférence générale ou presque, jusqu'au massacre du 17 octobre. Révolté, le scientifique Jacques Panigel passe derrière la caméra en hiver 61 pour tout documenter. Le film Octobre à Paris a été tourné dans la clandestinité. Il a été tourné sous couvert, sous prétexte d'une étude sociologique des Algériens qui vivaient dans les bidonvilles. Il a procédé de cette façon, il a été dans les bidonvilles et il a reconstitué, puisque les événements du 17 octobre 61 ne sont que photographiés. Méthodiquement, le film reconstitue les préparatifs au détail près, dont l'appel du FLN, le Front de Libération Nationale algérien. Un appel contre le couvre-feu imposé aux Algériens par le préfet Papon. Il y a beaucoup de frères qui sont là en France et se demandent pour quelle raison que nos frères et sœurs en Algérie ils manifestent et nous on n'a jamais manifesté. On doit manifester contre le couvre-feu. C'était une manifestation contre la violence. C'était une manifestation de pacifique. Donc on n'est pas à l'ordre de prendre les armes, soit même un couteau. Les manifestants sont tous fouillés et désarmés. Ce 17 octobre, ils sont 30 000 à défiler, hommes, femmes et enfants. Nous étions tous à la manifestation. Certains étaient aux mains de maman, d'autres, un frère sur les épaules de mon père. Mon père est un militant du FLN et il est chargé avec d'autres de l'organisation de la manifestation à Paris. Et il se souvient de cette masse d'Algériens, d'hommes et de femmes donc, qui vont aller se retrouver sur Paris et qui vont être arrêtés très vite, violemment, sur le pont de Neuilly. La suite tourne au cauchemar, aux abords de Paris et dans les rues de la capitale. Place de l'Opéra, métro Concorde, Pont Saint-Michel. 11 000 arrestations, des centaines de blessés, des dizaines de morts. Durant des jours, la Seine charrie des cadavres. La bataille de Paris, selon le préfet Papon. Un massacre pur et simple, selon les témoins. Il marchait sur les femmes, sur les gens, il les tapait. Il nous a foutu des coups de mitraillette, il nous a tiré les coups de mitraillette. Il a attrapé le gosse et l'a foutu dans la Seine. Les assassins sont des fonctionnaires de la République. Ce ne sont pas des brigades spéciales, le visage découvert. Personne n'a été poursuivi pour le 17 octobre. Il y a eu des dizaines et des dizaines de morts. Personne n'a été poursuivi. Et Maurice Papon a continué sa carrière avec sa Légion d'honneur tranquillement. Un silence assourdissant qui dure jusqu'à aujourd'hui. 50 ans après les faits, ce crime d'État n'a toujours pas été reconnu par la France. Adèle, Tahar, que vous évoquent tous ces faits graves après tant de décennies? Adèle. Comme je disais tout à l'heure, en fait, toute proportion gardée, mais moi, personnellement, au-delà de la question mémorielle, ça renvoie encore une fois à des questions très contemporaines. Donc, comme je disais, c'est sur le traitement actuellement des sans-papiers aujourd'hui et sur la question de la brutalité policière. Parce qu'en fait, là, ce qu'on vient d'entendre, alors je pense que ça reste quand même un événement qui est très méconnu, mais c'est en fait un crime d'État qui est commis par la République.
ça n'a pas été commis par Vichy. C'est la 5e République qui a commis ces crimes d'État. Donc en fait, une manifestation donc pour braver un couvre-feu qui était imposé aux Arabes. Et ben, en fait, je ne sais pas si on imagine une manifestation là à Paris, au milieu, donc à côté du Grand Rex, dans les grands boulevards, et la police vient et jette des gens dans la Seine. Enfin, on le dit comme ça, mais si on se l'imaginait, la violence. Et au-delà de ça, c'est l'appareil étatique en fait qui est mis en cause. C'est-à-dire qu'il y a eu les moyens logistiques de l'État, donc ça a été dit dans le reportage. Le ministère des Transports qui a été qui a été déployé, le ministère le ministère des Sports, puisque on a des lieux alloués au sport ont été réquisitionnés pour le coup. C'est des fonctionnaires de police. Donc il y a eu tout l'appareil répressif et policier qui ont été mis et policier qui a été mis qui a été réquisitionné encore une fois. Donc tout ce dispositif qui a été exercé pour réprimer. Et aussi il y a en fait toute la chaîne administrative, puisqu'au final Papon, on va dire c'est le bon fusible, mais il n'était pas seul. Papon n'était pas seul, et en gros et là actuellement la République en fait elle reconnaît donc les événements. Donc déjà depuis 2012, hein, c'est très récent, depuis Hollande, elle reconnaît donc qu'il y a eu un massacre, mais par contre, elle ne reconnaît pas encore les coupables. Donc en fait, voilà, c'est un crime qui a été commis par la 5e République. Tout à l'heure, tu parlais de manuels scolaires. Comme quoi, il y a des faits, même si c'est des pages sombres de l'histoire de France, mais qui doivent figurer dans les manuels scolaires. On ne parle pas du 17 octobre dans le manuel scolaire. Hein. C'est... Après, du 17 octobre, c'est... Toi, à l'époque, comment c'était ressenti, ça, ce 17 octobre, parce que tu étais... On n'était pas au courant, on savait pas trop. Moi, j'ai découvert cette tuerie, c'est très tard, en fait. Hein. Mais c'est pas à l'école où j'en ai parlé, où on a parlé, en tout cas. Et puis, vous avez des jeunes aujourd'hui qui le découvrent parce que vous avez des groupes de chanteurs, un groupe qui s'appelle Zigzitoun, qui chante une chanson qui dit « On a appris à nager ». Et parce qu'ils ils les ont tous jetés par-dessus la Seine, quoi. Et regardez le clip de Zigzitoun, « On a appris à nager ». Et pour revenir à cette date du 17 octobre, en fait, le 17 octobre, parce qu'il y a aussi ça, il y a beaucoup d'Algériens qui ne savaient pas nager à l'époque, parce que on n'aura peut-être jamais appris. Et mon père ne sait pas nager. Et aujourd'hui, il sait un peu plus nager parce qu'on l'emmène à la piscine. Mais à l'époque, heureusement, il nous dit, hein, heureusement qu'il travaillait ce jour-là et qu'il n'a pas pu aller manifester. Sinon, je serais orphelin. Là, ce que je voulais souligner aussi, c'est qu'il y a eu un travail qui a été fait notamment par des militants, parce que ce travail de mémoire, pour le coup, parce qu'encore une fois, pareil, moi-même, ma génération, je ne l'ai pas étudié à l'école. Donc maintenant, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Tu me dis qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, donc la République ne l'enseigne pas. Et encore une fois, on a noyé pour moi, quand ceux qui avaient noyé un arabe, c'était un Marocain, c'était le Front National. Là, c'est l'État. Ah ouais. Et encore une fois, d'où cette importance d'effectuer ce travail de mémoire. Et si l'État ne le fait pas, il y a des acteurs qui accomplissent cette mission de transmission. Parce qu'encore une fois, ce reportage, s'il sort là, c'est parce qu'il y a eu ce travail-là, il y a eu un rapport de force qui a été créé au niveau militant, politique. Voilà, il y a eu tout ce travail-là qui a été fait pour que on puisse petit à petit en parler. Et je pense que encore une fois, de commémorer, de transmettre des espaces d'échange, des conférences, des espaces d'éducation, l'éducation populaire, c'est ultra précieux parce qu'encore une fois, ça permet même de déminer certains événements, certains massacres qui n'ont jamais été reconnus. Et nous, souvent, on a tendance à rendre crédible un témoignage à partir du moment où il a le tampon de l'État. Alors que non. Des fois, il y en a qui vont raconter des histoires, il faut les croire, en fait.
C'est pas parce que l'État ne va pas dans leur sens ou l'État ne fait semblant de pas voir que ce qu'ils vivent ou ce qu'ils ont vécu, c'est faux ou ils inventent. Je sais pas si j'ai été clair, mais c'est un peu ça, notamment sur moi, encore une fois, je renvoie même à l'actualité, à ce qui se passe à Calais, ce qui se passe quand ils racontent des choses. Là, pour l'instant, actuellement, Darmanin, il voit rien. Voilà, Darmanin, et encore une fois, quand je dis Darmanin, c'est pas la personne, c'est vraiment lui, en tant que ministère de l'Intérieur, mais c'est tout l'État, il voit rien. Ou il nie. Et ça se trouve, dans quelques années, ils vont devoir reconnaître. Parce que, encore une fois, il y a ce travail des associations qui impulsent, en fait, on va dire, et qui nous informent aussi, encore une fois, avec les réseaux sociaux, à travers des vidéos ou autres. Mais voilà, c'est super important de transmettre et de. Et à travers le cinéma, il y a quand même un travail qui a été fait, même si. Comment dire. Même si aujourd'hui, il y a moins de films de ce calibre-là, mais Rachid Bouchareb avec Indigène, Hors-la-loi qui fait écho au massacre de Sétif. Tu vois cinéma, même les artistes. Exactement. Il y avait Medine qui avait fait une chanson, et voilà, un rappeur, donc de fait, ça avait touché une partie de la population qui était sensible à cette musique-là. Donc tu vois, il avait fait une chanson qui était top sur le 17 octobre 61. Donc effectivement, les artistes, quand ils s'en saisissent aussi, ça peut contribuer. Oui. Donc les espaces, tu penses tard que... Et puis même des comment dirais-je, pas des hommes politiques, mais des gens comme on a vu, comme Benjamin Stora. Il en parle, lui. Des historiens, des universitaires. En fait, voilà, tout ce travail-là, en fait, mais qui est indépendamment, ce travail, mais qui n'est pas institutionnel forcément. Oui. Ce travail, on va dire indépendant, et même des militants anonymes. Parce que moi, encore une fois, le 17 octobre, moi, je l'ai appris par des militants. C'est un délire. Hein. C'est des militants qui ont fait ce travail-là, et après, des fois, même des chercheurs derrière, ça les oriente dans leur recherche, et après, derrière, ils trouvent des éléments. Donc, voilà, en tout cas, encore une fois, tous ces anonymes, tous ces invisibles qui ont contribuer à faire émerger la vérité sur cet événement-là et sur d'autres événements, encore une fois. Donc, encore une fois, d'où l'essentiel, d'où l'importance d'ouvrir ces espaces d'échange à travers... Parce que le 17 octobre peut faire écho aussi à d'autres faits, c'est-à-dire d'autres faits historiques. C'est-à-dire, je parlais du massacre de Sétif, je parlais aussi de l'Algérie aussi. L'Algérie, avant, dans les années 60-70, c'était une terre des révolutionnaires. C'est-à-dire que c'était une terre à travers laquelle pas mal de militants mondiaux, des militants qu'on connaît, des Mandela, des Lumumba, sont allés en Algérie pour se former, pour être des militants indépendants. Et ça devrait figurer aussi dans les manuels scolaires. Dans le manuel scolaire, tout ce qu'on retient, c'est la guerre de 39-45, et on retient le 8 mai 45, la fin de la guerre, etc. Donc, on ne retient pas que le 8 mai 45, il y a, comme tu disais, les massacres de Sétif en Algérie. Et ça a fait, je pense, bien plus de morts qu'on pourrait le penser. Donc, je pense que tout ça, ça va ressortir. Et c'est les nouvelles générations qui vont, ma foi, qui vont être surpris. Qui doivent. On doit. C'est les limites pour moi. On doit fournir ce travail-là. Parce qu'avec tous les outils qu'il y a aujourd'hui, parce que moi, je vois de plus en plus de jeunes qui s'emparent de l'histoire, tu vois, à travers les réseaux sociaux, avec leur format un format assez ludique, tu vois, un format ludique, détendu, et bam, ils te balancent des faits historiques imagés. Et à condition qu'on leur dise et qu'on leur donne l'information. Non, mais c'est vrai qu'il y a un vrai travail qui est fait, et tant mieux. Voilà. Mais pas, en tout cas pour ceux qui sont autour de la table aujourd'hui, pas assez apparent. Après, voilà, en fait, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, personnellement, en fait, je me prends pas la tête là-dessus. Je me dis, en fait, voilà, chacun à son niveau fait ce qu'il peut faire. Et encore une fois, c'est très modeste, parce qu'encore une fois, nous, lundi, c'est la première fois qu'il y aura un événement le 17 octobre à Villiers-sur-Marne. Ça va être quelque chose de très modeste, mais ça, pour moi, ça a le mérite d'être fait, et on verra par la suite. Et encore une fois, quand je parlais d'un point de vue plutôt large sur l'idée de s'emparer de ces questions, pareil, on a fait un événement sur l'abolition de l'esclavage. Beaucoup étaient contents, en fait, et même là parce que quand j'ai envoyé sur les réseaux et tout ça, il y en a plein qui m'envoyaient ah ouais, lourd. En fait, voilà, tant que ça balance des ondes positives et ça suscite la curiosité et l'intérêt, faut poursuivre. Après, on verra comment on va affiner autre, mais quoi qu'il arrive, ça a le mérite d'être fait. Je pense qu'il faut poursuivre. Et encore une fois, moi, dans plein de villes, dans plein d'endroits, ça se fait. Moi, traditionnellement, je vais souvent à Saint-Michel, en fait, au 17 octobre.
Sauf quand je travaille ou autre, mais en général, et ça fait des années que beaucoup, le 17 octobre, se recueillent là-bas, ou à Argenteuil aussi, je sais que ça se fait. Il y en a, ça fait longtemps qu'ils le font, et c'est aussi grâce à eux, grâce à leur persévérance, grâce à leur régularité, que derrière, peut-être des gens comme moi et d'autres se saisissent aussi de ces questions et se disent nous aussi, on va le faire là où on est dans notre ville et propager, on va dire, ce message sans parler de ces questions, encore une fois, un volet éducatif. Mais pour moi, aborder l'histoire, c'est pour mieux construire l'avenir. Donc j'aime bien faire ce parallèle, encore une fois, et c'est ce qui va être fait, encore une fois. Le 17 octobre, c'est les Algériens qui ont été ciblés à ce moment-là, mais le colonialisme, il n'a pas touché que les Algériens. Donc c'est important d'élargir. Et encore une fois, on va dire la mécanique et la structure coloniale, elle mute et elle s'applique encore actuellement. Aujourd'hui. Et sur certaines populations, notamment dans les quartiers populaires, notamment, encore une fois, peut-être je me répète, mais c'est important aussi, notamment aussi sur les sans-papiers qui vivent une répression, elle est incroyable. Tu fais bien de dire tout ça, parce que ce qui est intéressant avec ce que vous allez faire lundi à Villiers-sur-Marne, je rappelle l'heure, parce que c'est à 20h à l'Escale, à Villiers-sur-Marne. À 20h30. 20h30. Amir, elle est très à cheval sur les horaires, tu connais. Parce qu'ils vont dire, on va annuler la salle. 20h30. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait écho à d'autres combats aussi. Par exemple, on peut aussi parler des foyers de travailleurs migrants d'époque. Tu vois, ceux après qu'on a appelés les foyers Sonacotra, ouais. Qui aussi, que peu savent, ils ont manifesté aussi à une certaine époque pour réclamer leurs droits. Pour réclamer leurs droits en tant que travailleurs migrants, comme on dit, et qui devaient avoir des droits à la même hauteur que tous, tu vois. Dis-nous en plus sur cette exposition qui va avoir lieu ce lundi 17 octobre. L'expo, il faut lire, il faut que les gens la lisent. Enfin, ça raconte mon histoire, l'histoire. C'est, comme vous voyez, raconter l'histoire de ces vieux migrants assis quelque part sur un banc à Ivry-sur-Seine, sur l'esplanade de la mairie ou de l'église, etc. etc. Voilà, je raconte leur histoire, en fait. Mais il y a un côté... j'ai essayé de mettre un côté romantique. Okay. J'ai essayé de mettre un côté romantique, puisque vous avez, par exemple... je parle à un moment donné, comment dire, d'une dame, de ma maman, qui écrit une lettre à mon papa. Donc ça s'appelle la lettre du retour, et puis ça se dit grosso modo, j'ai reçu ta lettre disant, oh, mon amour, dès que j'aurai un peu d'argent, je serai de retour. Dans mes bagages, que du beau linge, de la soie, du velours, des robes, j'en prendrai 7 si tu le souhaites, une pour chaque jour. Voilà, et puis qui explique, mais le temps a pris que son temps nous a pris de court, s'inquiéter autant de printemps et pas de retour. En attendant, j'écoute le vent, pourvu qu'il te ramène. Voilà, et puis le refrain, c'est « Bientôt, j'espère, tu reviendras, même sans fortune. À quoi ça sert, puisqu'elle a fait notre infortune? Mais tu es fier, et puis t'avais promis la lune. Ça coûte trop cher. » Voilà, voilà, je raconte aussi ça, l'histoire des gens qui sont restés en Algérie, là. Aussi, parce que le père de ma mère, il est resté en Algérie. Et en fait, ma mère ne l'a pas revu son père pendant 20 ans. 20 ans, elle croyait qu'il était mort. Et quand elle est retournée, elle s'est effondrée. Elle était... Et tout ça, on n'en parle pas aussi de ce sentiment d'oubli, en fait, et on s'éloigne, quoi. Voilà. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux pour donner des nouvelles régulièrement. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. C'était des lettres, on s'écrivait des lettres. C'était beaucoup de lettres et les cabines téléphoniques, ou même un téléphone par quartier. Je me souviens de cette époque-là. En tout cas, quel est votre mot de la fin? Oh, la fin? Voilà, votre mot de la fin, là, de cette émission. Alors attendez, moi je vais... c'est Adèle. Adèle va commencer. Vas-y. Moi déjà, je voulais te remercier Bouba et toute l'équipe de Disons-nous les sauges pour l'invitation, parce qu'encore une fois, ça se passe comment? C'est que moi je transmets sur WhatsApp le flyer, et derrière tu m'appelles pour me dire voilà, tu voulais faire une émission de ce type-là. J'ai trouvé ça
Je trouve ça excellent. Et donc, en tout cas, je voulais te remercier là-dessus. Je voulais aussi remercier la mairie de Malakoff parce que c'est par la mairie de Malakoff en fait, qu'on a été mis en contact et qui avait fait l'année dernière pour les 60 ans de la guerre de la fin de la guerre d'Algérie en fait, qui avait fait un travail remarquable. Et là-dessus, c'est là que j'ai découvert Tahar et son expo. Donc c'est ce jour-là, par cette rencontre où j'ai dit à Tahar, ça peut être intéressant de le faire le 17 octobre à Villiers-sur-Marne. Donc voilà le travail qui a été fait par la ville de Malakoff. Donc je tenais quand même à le rendre hommage. En même temps, je remercie aussi les équipes avec qui je travaille là-bas. Donc un big up. Et sinon, j'espère que tout le monde, tous ceux qui pourront venir à l'Escale à Villiers-sur-Marne, donc c'est boulevard Friedberg. Voilà, une petite expo, 1 heure avec un petit pot, tranquille. L'idée, voilà, c'est quelque chose de modeste, mais c'est surtout un temps d'échange et de sensibilisation autour de différents sujets qui sont encore malheureusement contemporains. Voilà. Alors, moi, je voudrais remercier aussi la ville de Malakoff, bien sûr, qui est l'instigateur de cette exposition. Et j'ai eu aussi le plaisir, on m'a demandé de faire cette exposition dans un collège à Malakoff. Et j'ai donc fait l'exposition, les élèves sont venus la voir, c'est des élèves de 3e, avec un professeur d'histoire et un professeur de français. Et je suis venu aussi débattre avec eux, etc. Et, tout. Et les jeunes étaient hyper attentifs. Et ils ont été, moi, derrière le premier, stupéfait par l'intérêt ils posaient des questions. Et puis, ils passaient en fin d'année, il y a le diplôme national du brevet, et il y a ce qu'on appelle une matière qui est l'oral. Et il y a 9 élèves qui ont présenté l'exposition pour leur sujet d'oral. Magnifique. Et ils ont eu tous de très bonnes notes. Magnifique. Alors, moi je voudrais conclure. Je voudrais vous dire, j'ai fait un petit Je poème. t'en prie. Ça s'appelle Visible. Attendre que le temps passe pour oublier ses yeux, retrouver son espace, son regard amoureux. Simplement chaque jour, retrouver son sourire, simplement, sans le dire. Invisible, assis sur un même banc, le regard seul, absent, immobile sur leur canne, les Chibani attendent. Attendent que le temps passe pour s'enfuir vers l'ailleurs, oubliant leur vilasse pour un monde meilleur. Jamais ils n'auraient cru leur détresse si grande, si loin de leur jeunesse, aujourd'hui à attendre. Oui, mais attendre quoi? Oui, mais attendre qui? Leur vie, c'est autrefois qu'ils la voyaient ici. Mais tout vient à point, à qui sait bien attendre. Pour eux, il n'en est rien, fatigués à comprendre. Invisible. C'est tout ce que l'on voit d'eux. Être visible enfin, sans la main du bon Dieu. Magnifique, on va t'applaudir. Magnifique. Merci beaucoup. En tout cas, pour finir, voilà, moi je me souviens qu'il y a 20 ans, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de M6, ils ont passé un documentaire qui s'appelait Algérie, 132 ans de colonisation. Et c'est à ce moment-là, quand j'avais la vingtaine, là, j'ai eu 20 ans, que j'ai commencé à me dire, j'écrivais des textes de rap, mais je me suis dit, pour être plus profond, il faut absolument que je me documente plus. Et un jour, comme ça, je me suis posé devant ce reportage. Et j'ai vu, en tout cas, il m'avait l'air assez, réel. C'est-à-dire, voilà, il y avait une telle véracité que j'ai même versé une larme. Parce que je me suis dit, mais je ne connaissais pas ces 132 ans de colonisation et ces agressions qu'il y avait eu dans la Casbah. Voilà, ces tortures pour obtenir des informations par rapport au FLN, l'OAS aussi, qui faisait des attentats en Algérie, qui faisait des attentats en France aussi. Et du coup, voilà, je suis très touché par toute cette histoire et une histoire qui fait écho, comme je disais tout à l'heure, à une histoire mondiale en réalité. Merci à vous. Moi, j'ai envie de dire un petit truc. Dis-nous. On dit Mogo, pas Floco, mais Floco, pas Mogo. Merci à toi. Ah là, je voulais le faire. Tu voulais absolument le faire. Merci à vous. Merci à toi. Merci à vous.